Bon, bonjour à tous. Il est 13h31. On va pouvoir démarrer cette session génétique féminine. Marie-Pierre Audrizet, je suis biologiste à Brest. Et donc avec Ariette Corvol de Trousseau, on va modérer cette session. On va accueillir 3 oratrices. Je vais commencer par présenter Caroline. Caroline qui est biologiste à Montpellier, qui va vous parler des bases, des mécanismes mutationnels des variants du gène CFTR. Ça n'aura plus aucun secret pour vous à la fin de la session. Et pour préciser aussi, donc Caroline travaille à Montpellier, donc dans le laboratoire qui a développé, qui entretient et qui alimente, avec la collaboration des laboratoires français, la base CFTR France que un grand nombre d'entre vous connaissent maintenant et utilisent, je suppose. Voilà. Donc à oui, j'en ai pas de doute. Donc Caroline, on va te laisser la parole. Bonjour à tous, merci Marie-Pierre pour la présentation. Donc je vais essayer de vous expliquer de manière un petit peu simple les bases des mécanismes des mutations pour que vous puissiez ensuite comprendre de quoi on parle justement entre ce matin, ce qu'a présenté Isabelle, ce qu'a présenté Pierre-Régis et ce dont va parler Emmanuel ensuite. Donc je vais essayer de ne pas faire surchauffer les cerveaux avec cette salle qui est déjà pas mal surchauffée. Donc tout d'abord, je vais vous présenter qu'est-ce qui se passe dans une cellule normale, donc d'un point de vue physiologique, à partir du gène pour arriver jusqu'à la protéine. Donc dans une cellule normale, on a un gène, le gène CFTR ici, qui fait 27 exons. Donc il prend 197 kilobases sur le génome. On arrive à l'ARN messager et puis à la protéine CFTR par plusieurs étapes. La première étape, enfin une double étape, qui est l'épissage et la transcription. Je vais vous expliquer ce qu'est l'épissage. Pour arriver à un ARN messager qui est finalement un produit intermédiaire entre l'ADN et la protéine et qui est plus petit que le gène. Et ensuite, on a la phase de traduction et les modifications post-traductionnelles et la conformation, le repliement 3D pour arriver à une protéine CFTR correctement repliée, mature et qui va pouvoir s'insérer dans la membrane des cellules épithéliales. Donc d'une manière générale, voilà la structure d'un gène, mais de manière très simplifiée. C'est un gène lambda, peu importe. Tous les gènes ont à peu près cette structure-là, des séquences régulatrices en amont et en aval du gène, et une séquence qui est transcrite. La séquence transcrite comprend des parties qui sont différentes, des exons qui codent pour la protéine et des introns, en jaune là, qui sont des régions non codantes, qui sont importantes pour la régulation, mais qui vont être éliminées lors de l'épissage. Donc pour vous expliquer aussi un petit peu les noms des mutations, c'est des noms un peu barbares quelquefois, vous voyez des plus, des moins, des G don T, des G don A, etc. Je vous ai pris un schéma. Donc ici, par exemple, vous avez l'exon 1 de CFTR, l'exon 2, l'exon 3. Et il faut savoir que pour le nom des mutations, on numérote tous les nucléotides, donc les bases des exons, les parties en bleu, et tout ce qui n'est pas dans les exons, on le nomme en plus quelque chose, des chiffres, et moins quelque chose, pour ne pas avoir des nombres à rallonge en fait, dans nos noms de mutations. Déjà que c'est assez compliqué. Donc par exemple, dans l'exon 1, on a 53 bases. Et la première base de l'intron 1, qui suit l'exon 1, là c'est un G, on va la nommer 53 plus 1. Et on va nommer plus 1, plus 2, plus 3000 et quelques, jusqu'à la moitié de l'intron, qui sont des séquences qui sont très longues. Et ensuite, quand on a dépassé la moitié de l'intron, on part de la base qui est la première base de l'exon suivant, donc ici c'est à 54, et on remonte en moins 1, moins 2, moins, jusqu'au milieu de l'intron. Donc, j'espère que ça va vous aider à comprendre un petit peu mieux les noms des mutations.
Donc maintenant, de quoi on a besoin pour faire l'épissage? L'épissage, en fait, c'est la coupure des introns et l'élimination des introns, et ensuite le collage finalement des exons bout à bout pour faire l'ARN messager, la séquence codante de la protéine. Donc ne prenez pas peur, pour cet épissage, il faut des séquences qui sont importantes pour la reconnaissance justement de l'endroit où il faut couper. On a tout d'abord le site donneur d'épissage, donc qui est une séquence un peu longue qui va de la fin de l'exon jusqu'à une dizaine de paires de bases dans l'intron. Et ici, on voit ce schéma qui représente finalement la probabilité à chaque position de la présence d'une base ou d'une autre. Par exemple, vous voyez qu'en plus 1, on a pratiquement 100% des cas un G. En plus 2, on a quasiment 100% des cas aussi un T. Ensuite, on a des positions qui sont un peu plus variables. Pour le site accepteur d'épissage, donc qui est à la fin de cet intron-là, juste avant l'exon suivant, c'est un peu la même chose. On a deux bases qui sont très conservées. La position -1 et la position -2, c'est A et G. Et ensuite, on a préférentiellement des T et des C, mais on peut aussi avoir d'autres bases. Donc, quand on regarde ça, on peut comprendre qu'il y a des positions qui ne toléreront pas la mutation. Si on a un changement en +1, G donne A, par exemple, ou G donne T, on va casser ce site d'épissage. Et c'est pour ça que la mutation va avoir un impact. Par contre, il y a des positions qui potentiellement n'auront pas autant d'importance. On voit que, par exemple, à partir de la position 7 jusqu'à la position +12, on a les 4 bases de manière plus ou moins équivalente. Donc, des mutations sur ces endroits-là vont être potentiellement moins délétères, voire pas délétères du tout. Donc l'épissage, les protéines d'épissage vont reconnaître ces sites-là, ces séquences, vont se fixer et vont couper les introns, éliminer les introns et rabouter les exons bout à bout pour avoir uniquement un produit intermédiaire qui ne contient que la séquence codante pour la protéine. Et c'est cet ARN-là qui ensuite va être maturé et va être lu pour traduire la séquence de l'ARN en séquence de la protéine. Donc là, je fais une petite aparté avant la traduction pour vous expliquer ce qu'est la phase de lecture ou le cadre de lecture. Quelquefois, on vous dit cette mutation va décaler le cadre de lecture ou abolir le cadre de lecture ou la phase de lecture. Donc, la phase de lecture, qu'est-ce que c'est? En fait, cette phase est déterminée par l'assemblage des exons et la phase est une lecture de triplés de nucléotides. Donc, les nucléotides lus 3 par 3, qu'on appelle des codons. Et elle commence par le codon ATG, qui est le premier codon qui va coder pour un acide aminé, c'est le premier acide aminé de la protéine. Et elle termine par un codon stop, naturel, pour dire la protéine s'arrête à cet endroit-là. Seulement, ce qui est plus compliqué, c'est que tous les exons ne contiennent pas un nombre de bases multiple de 3. Et c'est pour ça que l'assemblage des exons est critique pour cette phase. Donc, je vous ai fait un petit schéma. Par exemple, donc ça c'est un exon, c'est une séquence lambda, hein, ce n'est pas forcément la séquence du CFTR, mais vous avez un petit gène à 4 exons, un petit ARN messager à 4 exons, pardon. Donc le premier codon, c'est ATG en vert, c'est le premier codon qui va donner la méthionine. Et ensuite, les nucléotides sont lus 3 par 3. Donc là, j'ai mis des espaces pour que ce soit plus visuel. Vous voyez qu'entre l'exon 1 et l'exon 2, l'exon 1 se termine par un codon entier et l'exon 2 commence par un codon entier. Par contre, l'exon 2 finit par 2 nucléotides. Donc pour avoir le codon entier, il faut aller chercher le troisième nucléotide qui est dans l'exon 3. Donc ça, si l'ARN est correctement assemblé, de toute façon, ça ne va pas se voir. Ce n'est pas un problème, la séquence est lue correctement. De la même façon, l'exon 3 ici finit par un seul nucléotide. Il va falloir aller chercher les 2 autres nucléotides dans l'exon suivant. Là encore, en conditions physiologiques, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on perd, par exemple, l'exon 2 de ce gène-là, vous voyez qu'entre l'exon 1 et l'exon 3,
il y a un souci, parce que l'exon 1 termine par un triplet de nucléotides, mais l'exon 3 commence par un seul nucléotide. Donc, comme les ribosomes, pour la traduction, on lit 3 nucléotides, il va aller chercher les 2 autres après. Et c'est là qu'on dit que ça décale le cadre de lecture. Voilà, donc G, donc ça fait un GAG, un CAG. Donc j'ai fait une séquence complètement au hasard, et ce qui arrive de manière normale quand on a un décalage du cadre de lecture, c'est un codon stop qui apparaît prématuré. Donc ici, au bout de 3 codons, on a un TAG qui va arrêter la synthèse de la protéine et qui fait que la protéine est plus courte et dégradée. Donc voilà pour la phase de lecture, dont vous en entendrez parler ensuite dans tous les mécanismes pathologiques que je vais vous présenter. Maintenant, la traduction. Alors, pour faire très simple, en gros, la traduction, c'est la lecture des codons, donc 3 par 3, des triplets nucléotides, pardon, et la synthèse du polypeptide, chaque codon codant pour un acide aminé. L'acide aminé est ajouté grâce au ribosome, en fait, et on a une synthèse d'un polypeptide. C'est comme un collier de perles, finalement, et ensuite, il y a des modifications qui font que la protéine se replie correctement. Donc, comment on sait à quoi correspond chaque triplet nucléotide? Eh bien, il y a un code génétique qui donne la correspondance entre les codons sur l'ARN messager et les acides aminés qui vont former la protéine. Donc, par exemple, ici, vous avez ATG qui code pour la méthionine, exclusivement l'ATG. Par contre, on a aussi ce qu'on appelle des redondances, c'est-à-dire qu'on a potentiellement plusieurs codons qui peuvent coder pour le même acide aminé. On a 4 possibilités pour la proline, on a 2 possibilités pour la lysine. Et on a effectivement les 3 codons stop, qui normalement sont à la fin de la séquence, mais qui, du fait de mutations, peuvent apparaître beaucoup plus tôt. Donc maintenant, je vais vous parler des mécanismes pathologiques. Donc je reprends un petit peu en parallèle les classifications fonctionnelles des mutations, mais je ne vais pas exclusivement parler par rapport à ça. Donc tout d'abord, lorsqu'on n'a pas de protéines du tout, c'est la classe 1, finalement, c'est ce qui est le plus facile à interpréter, on a différentes sortes de variants. Les variants tronquants, il y en a plusieurs types. D'abord les non-sens ou les mutations stop, que je pense que tout le monde connaît bien ici. Donc j'ai pris l'exemple de la G542X. Donc la G542X, en fait, c'est au niveau du gène, c'est un G qui se transforme en T. Donc vous voyez la séquence normale, un GGA qui code pour une glycine et qui donne une protéine normale. Et la séquence mutée, le G est transformé en T et on a un TGA qui est un codon stop. Et donc, lors de la traduction s'arrête à cet endroit-là, donc à peu près à la moitié de l'ARN messager. On a donc une protéine beaucoup plus courte et qui va être dégradée. Donc ça explique que finalement, il y a un début de synthèse, mais la synthèse est arrêtée et il n'y a pas de protéines produites. Le deuxième type de variant tronquant, c'est ce qu'on appelle frame shift en anglais, on n'a pas trop d'équivalent en français. C'est les variants qui décalent la phase de lecture, donc de ce que je vous ai expliqué précédemment. On a une délétion ou une insertion de un ou plusieurs nucléotides qui vont décaler la lecture du code, qui vont décaler la lecture des codons. Pardon. Donc ici, en situation normale, on a cette séquence-là, avec le TT qui va être délété après en vert. Dans la séquence mutée, on perd ces 2 TT. Donc, comme je vous ai expliqué précédemment, le seul nucléotide qui est là, on va aller chercher 2 autres nucléotides plus loin pour reconstituer un codon. Et donc, on a un ATA qui se forme, puisque le A va aller voir les 2 TA du codon suivant, et ensuite TTT, etc. Et on voit que lorsqu'on traduit avec le code génétique, on n'a pas du tout les mêmes acides aminés. Et ce qui se passe en général, c'est que plus ou moins loin dans la séquence, on a l'apparition d'un codon stop, on a l'arrêt de la synthèse et pas de protéines du tout. C'est différent des délétions qui sont dites en phase, que vous connaissez bien, la F508del, la I507del ou d'autres un peu plus rares, F311del. Toutes ces délétions-là
entraînent la perte de 3 nucléotides. Donc on ne décale pas le cadre de lecture. Par contre, on peut avoir un autre acide aminé qui est produit à la place, mais là, on ne décale pas du tout le cadre de lecture, on n'entraîne pas l'apparition d'un codonsome prématuré. Cela dit, ce n'est pas pour ça que c'est moins délétère, puisque, comme le prouve la F508del ou la I507del, c'est une délétion d'un seul acide aminé qui est critique, finalement, pour la maturation de la protéine. Ensuite, pour les défauts de production, on a également l'impact sur l'épissage. Donc, comme je vous l'ai détaillé tout à l'heure d'un point de vue physiologique, les mutations qui vont toucher des positions critiques au site d'épissage, donc par exemple la 17-17-1 G donna. Dans la séquence normale, donc on a bien un AG en -1, -2. L'épissage, donc, qui est la coupure des introns et le raboutage des exons, donne un ARN normal et une protéine tout à fait normale. Pour cette mutation-là, on mute le G en A et on voit bien que notre AG très conservé là, pour l'épissage n'y est plus du tout. Donc le site d'épissage n'est plus reconnu. Qu'est-ce que la machinerie va faire? Elle va aller chercher le suivant. Et ce qui fait que finalement, le site donneur ici va aller chercher le site accepteur de l'exon 12 et non plus le site de l'exon 11. Et donc on élimine l'exon 11, comme s'il était intronique. Donc on a une perte d'une partie de l'ARN messager. Ici, avec un décalage du cadre de lecture et donc une protéine plus courte, etc., voilà, dégradée. Donc pas de synthèse de protéines. Par contre, donc ça c'était pour les classes 1 où il n'y a pas du tout de protéines, il arrive que l'impact sur l'épissage soit partiel. C'est-à-dire que la mutation va entraîner une anomalie, mais qui ne va pas être vue dans 100% ou qui ne va pas être active, si vous voulez, dans 100% des transcrits. Donc ce qui peut se passer, par exemple ici, avec la 711 plus 3 G donna, on a en position plus 3 de l'exon 5 un G, un épissage normal, une protéine normale. Lorsque on a la séquence mutée, potentiellement, cette modification en plus 3 de G donne A peut diminuer la probabilité de reconnaissance du site, donc diminuer l'utilisation du site, mais pas l'abolir complètement. Et dans ce cas-là, de temps en temps, on peut avoir un transcrit normal. En majorité, on va avoir le transcrit anormal, mais une petite partie de transcrit résiduel normal qui entraînera une production résiduelle de protéines normales. Donc là, c'était sans décalage du cadre de lecture, mais pour ce qui est des transcrits résiduels normaux, potentiellement, ces transcrits-là peuvent faire que chez certains patients, on a une clinique un peu moins sévère que chez d'autres. Ça peut s'expliquer par là, avec des variations interindividuelles, finalement, d'efficacité de l'épissage. Il y a plus ou moins de transcrits résiduels normaux chez certains patients. Alors, un cas un peu particulier, c'est pour ce qui est des anomalies de l'épissage, les mutations introniques profondes. Qu'est-ce que ça veut dire, mutations introniques profondes? C'est qu'en fait, elles sont situées à distance des exons, très loin dans les introns, puisque les introns sont des séquences de beaucoup plus grande taille que les exons. Et en temps normal, évidemment, dans ces introns-là, il n'y a aucun signal, si vous voulez, qui permet de reconnaître ces séquences comme étant des potentiels exons, donc potentiellement à inclure dans l'ARN. Il existe des sites qui sont prédits, des sites qu'on appelle cryptiques, donc les fameux AG et GT, mais qui ne sont pas suffisamment forts pour être utilisés de manière normale. Par contre, donc la séquence intronique est bien éliminée des ARN messagers. Par contre, lorsqu'on a une mutation qui va entraîner un changement suffisamment important dans la séquence, potentiellement, on va avoir une partie de cette séquence intronique qui va être reconnue comme si c'était un exon. Donc ici, par exemple, je vous ai pris l'exemple de la 1811 plus 1,6 Kb A donne G. Vous avez un A qui donne un G. Ce G ici forme un GT avec le contexte plus large nucléotidique favorable. Et dans les environs, il y a un AG potentiellement utilisé. Dans ces cas-là,
la machinerie d'épissage va se tromper, elle va penser que c'est un exon, qu'il faut l'inclure dans l'ARN messager. Et donc, elle va faire les coupures de part et d'autre, mais elle va bien prendre cette séquence. Et cette séquence, normalement, elle ne devrait pas s'y trouver. Et la plupart du temps, dans ces séquences-là, on a un codon stop. Enfin, quand on lit finalement les codons qui sont intégrés dans l'ARN messager, on a très souvent un codon stop dans ces séquences. Donc en fait, on va avoir également un arrêt de la synthèse. Donc là, j'ai pris l'exemple de la 1811 plus 1,6 Kb ADONG, mais il y a aussi la 3849 plus 10 Kb CEDONT. Et en fait, pour cette mutation-là, nous, on la considère un peu plus large spectre, parce qu'on a des patients qui ont des phénotypes un peu moins sévères. Et il se trouve que potentiellement, elle a un impact partiel sur l'épissage. C'est-à-dire qu'on peut avoir une quantité de transcrits résiduels chez certains patients, des transcrits normaux qui ne contiennent pas la séquence intronique et qui vont faire que la clinique va être un peu moins sévère que chez d'autres patients. Ce qui n'est pas le cas avec la première mutation finalement. Donc je vais terminer avec les variants faux sens en allant assez vite parce que finalement le mécanisme est assez simple. Les variantes de la séquence du gène qui entraînent une modification du codon, c'est-à-dire qu'on a un autre acide aminé, mais pas un codon stop. Donc on a un acide aminé différent, par exemple, comme vous connaissez bien, la mutation F508C, c'est un TTT qui donne un TGT, ou la mutation NMI303K avec un AAC qui donne un AAG, et ça transforme une asparagine en lysine. Donc là, c'est vraiment les mutations qui sont finalement les plus difficiles à prédire parce que dans un acide aminé, donc on a deux groupements qui sont communs, acide et amine, mais le radical peut être très différent. Donc finalement, le radical définit les propriétés physico-chimiques et la taille aussi de l'acide aminé. Et donc potentiellement, l'impact de la mutation peut être plus ou moins délétère en fonction du changement induit. Par exemple, on a un acide aminé normal qui est très petit et on induit la mutation induit le remplacement par un acide aminé très gros. On va se dire que dans la structure de la protéine, ça ne va pas pouvoir marcher. Au final, ça va prendre trop de place, la protéine ne va pas être correctement repliée, par exemple. Voilà. Donc, les variants faux sens, ben, finalement, elles peuvent appartenir à différentes classes. Selon la criticité de l'acide aminé, selon l'importance du changement, ils peuvent avoir un impact sur la maturation, sur l'ouverture du canal ou sur la qualité du transport des ions chlorure. Voilà. Donc, en conclusion, j'espère que ce n'est pas trop dur avec la digestion, mais voilà. Une variation de séquence peut avoir différentes conséquences. Un impact sur les ARN messagers, soit sur la séquence, soit sur leur quantité. Un impact sur la structure de la protéine, donc plus ou moins délétère jusqu'à la dégradation prématurée. Ou alors un impact sur sa fonction, mais parfois plusieurs impacts cumulés. Donc là, je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a plein d'exemples. Et pour ce qui nous concerne, la prédiction de l'impact est plus ou moins facile ou plus ou moins difficile. Les mutations stop ou les mutations qui entraînent un décalage du cadre de lecture ou la plupart des mutations qui modifient les sites d'épissage, les positions critiques des sites d'épissage sont majoritairement sévères et donc plutôt faciles à interpréter. Par contre, les variants faux sens sont plus difficiles à interpréter, surtout s'ils sont rares, on a peu de descriptions cliniques, donc ce n'est pas évident. Et les logiciels de prédiction ont une fiabilité variable selon les cas. Si le changement est vraiment drastique, on peut arriver à le voir. Lorsque les changements sont un peu plus délicats, on peut avoir des prédictions très discordantes, et alors là, on ne saura pas trop bien quoi en faire. Et en plus, il y a des exceptions. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Ouais, très bien. Christophe, ah oui, peut-être qu'il faut passer le micro, c'est ça, parce que du coup...
Merci, c'était simple, c'était clair, mais j'ai cru comprendre que, par exemple, la Delta F508 avait des mécanismes beaucoup plus complexes que la délétion. Pouvait jouer également sur l'épissage, etc. C'est peut-être à moins que tu en parles après, mais non. Donc en fait, ma question derrière, c'est comment vous faites pour interpréter, lorsqu'il y a plusieurs mécanismes qui peuvent jouer sur la fonction de la protéine. Est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres bases qui sont très stables et vous savez qu'elles sont stables dans le mécanisme du gène à la protéine? Enfin, voilà, c'est un peu ça ma question. Alors, la F508del, je n'ai pas la notion par rapport à l'épissage, mais effectivement, ça peut arriver pour d'autres mutations qu'on pense uniquement avoir un impact sur la protéine. Elles peuvent avoir aussi un impact sur l'épissage. Pour l'interprétation, en fait, au niveau du laboratoire, des laboratoires, on préfère interpréter comme impliqué dans la mucoviscidose, impliqué dans les pathologies, des affections liées à CFTR, etc. Et on ne rentre en général pas trop dans le détail de à quelle classe fonctionnelle elles appartiennent. Parce que ça, c'est un peu plus compliqué pour nous de le dire. En fait, on ne peut pas dire à 100% avec les prédictions, des logiciels de prédiction ou même des expériences in vitro. On ne peut pas exclure que ce qui est observé dans la vraie vie chez le patient, qu'on puisse tout observer in vitro. Peut-être qu'il y a plusieurs mécanismes qu'on ne peut pas observer in vitro de manière cumulée, mais qu'ils existent en réalité chez le patient. Donc c'est vrai que nous, on ne dit pas ce patient est de classe 1, de classe 2, de classe 3. Voilà. On ne se risque pas à faire ça dans notre interprétation des variants. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'ils sont sévères, est-ce qu'ils sont moins sévères. Voilà. Et ça, ce n'est pas toujours évident de répondre. La seule façon, je pense, d'essayer de répondre à cette classification-là, c'est de faire des expériences, en fait, parce que les prédictions, c'est toujours un peu difficile. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Pour compléter la réponse à propos de F508del, effectivement, c'était connu pour être un mutant de maturation, et c'est avec les essais cliniques thérapeutiques qu'on s'est aperçu que finalement le correcteur ne suffisait pas, qu'il fallait un potentiateur et que finalement, même arrivée à la membrane, elle n'était pas très stable. Donc c'était un classe 2, plus 3, plus 6. Et effectivement, c'est en faisant toutes ces expériences-là, y compris les études thérapeutiques, qu'on s'aperçoit que les variants relèvent de plusieurs classes. Je crois qu'il y avait une autre question. J'ai vu là. Oui. Bonjour, Digne Temeli, référent de la PNRC. Merci beaucoup pour votre présentation qui est très claire, tellement claire qu'une question banale m'est venue en tête. C'est de vous demander en fait, qu'est-ce que vous en pensez de la thérapie génique, de son implication pour corriger toutes ces mutations, parce qu'on voit il y a une parfaite maîtrise des mutations qui sont là, et notamment par exemple la technique de CRISPR qui a permis de faire une révolution dans d'autres maladies rares, notamment la drépanocytose. Qu'en pensez-vous de cette thérapie génique pour la mucoviscidose qui va permettre de vraiment corriger en fait la maladie et vaincre totalement la maladie? Bien sûr qu'on a des modulateurs, mais avec la thérapie génique, je crois qu'on va en finir une bonne fois. Qu'en pensez-vous avec toutes ces maîtrises? Non, je ne pense pas que je vais pouvoir répondre, en fait. Non, vraiment, parce que c'est vraiment une question, je pense, vraiment délicate, hein, parce qu'il n'y a pas que le mécanisme de la mutation, il n'y a pas que le fait de dire on peut corriger cette mutation effectivement en coupant et en remettant la séquence normale. Il y a tout un contexte. Alors, je pense qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui seront beaucoup mieux placées que moi pour répondre à ça, mais potentiellement la thérapie génique n'a pas une grande efficacité parce que le tissu pulmonaire est un tissu qui se renouvelle beaucoup. Enfin, donc je vais laisser Isabelle aussi compléter un peu, mais peut-être parce que je la vois qui est là. Mais dans tous les cas, effectivement, oui, ça paraît la solution la plus évidente pour corriger les mutations, puisque ce serait indépendant du mécanisme de la mutation. Seulement, en pratique, on voit qu'il y a d'autres obstacles au fait que... à mettre en place ces thérapies-là, finalement, chez le patient.
Benoît, en attendant, juste pour rebondir sur ce qu'on disait, en fait, c'est la grande différence avec la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie du sang, et donc c'est entre guillemets plus facile. Attention, il n'y a rien de facile, hein, mais c'est effectivement c'est moins délicat de cibler des cellules du sang que de cibler effectivement une maladie qui n'a pas, dont l'origine ne vient pas dans le sang. On va avoir une maladie effectivement multisystémique avec plusieurs organes qui sont ciblés, mais donc c'est très compliqué. On essaie de la thérapie génique depuis qu'on a découvert le gène CFTR, et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé. Voilà, mais Benoît, peut-être... Merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai juste une question. Vous avez parlé de mécanismes avec des conséquences variables. Est-ce que des facteurs exogènes, comme le tabac, peuvent faire pencher la balance vers d'un côté ou de l'autre? Parce que c'est vrai qu'on constate à chaque consultation des génotypes comparables, mais des phénotypes complètement différents. Mais je pense particulièrement quand je crois que c'est les variants d'épissage partiel, c'est ça? Est-ce que là, les facteurs exogènes changent les quantités de protéines normales et de protéines mutées? Alors, je ne suis pas sûre que des facteurs exogènes comme ça, d'autres facteurs génétiques potentiellement, parce que effectivement, les protéines d'épissage sont bien codées par des gènes aussi, donc peut-être que d'un patient à l'autre ou d'un individu à l'autre, on a des proportions d'épissage qui peuvent être différents. Les facteurs exogènes, potentiellement, c'est plus pour l'aggravation du phénotype, plus que de jouer sur, moi je dirais ça, plus que de jouer sur la quantité de protéines elle-même. C'est vraiment un facteur aggravant du phénotype, notamment la tête pulmonaire chez ces patients-là. Mais est-ce qu'il va y avoir un impact? Si. Sur tu veux dire le tabac, en fait voilà, Isabelle va répondre. Non, c'est pas ça. Non, je veux dire, pour en avoir... Non, j'ai pas des données, c'est pas ça, mais justement pour réfléchir sur ça, enfin avec plusieurs discussions avec Magali Tolan, qui disait que la sénescence a un impact et aggrave justement sur des épissages partiels, en fait, aggrave l'épissage, hein, et les malades finalement qui ont un génotype identique, finalement s'aggrave au fil du temps, et c'est pas que l'évolution de la maladie, c'est peut-être finalement un épissage plus efficace. Et d'autre part, par contre, ça c'est bien connu, il y a un épissage alternatif selon les organes, et en particulier entre le poumon et l'intestin. Et ça, je pense que ça c'est quelque chose qui est encore peu connu, mais qui mériterait d'être exploré. Oui, et le poumon, l'intestin, même les canaux déférents, par exemple, aussi, qui expliquent que certains variants qui ne vont pas donner une atteinte pulmonaire très sévère, par exemple, pourront donner systématiquement une atteinte au niveau des canaux déférents. Merci. On va... C'est la place de l'épigénétique, en fait. C'est de ça dont vous évoquez indirectement. Potentiellement, oui. C'est la méthylation et l'épigénétique. Alors, il y a l'épigénétique. Il faut le micro. Il faut le micro. Je répète la question de Raphaël, voilà. Donc la question c'était voilà. La question était finalement, est-ce que ce n'est pas la place de l'épigénétique, d'étudier l'épigénétique pour voir si des facteurs peuvent influencer l'impact des mutations sur le CFTR? Oui, potentiellement, oui, bien sûr. L'expression de CFTR peut être régulée d'un point de vue épigénétique. Et il y a d'autres facteurs aussi qui vont intervenir sur la régulation du gène ou sur le phénotype, potentiellement sur les mécanismes d'épissage ou les facteurs d'épissage. Enfin, il y a tellement de choses de manière intégrée dans l'organisme que c'est difficile de répondre avec un monofacteur, quoi. Voilà, un seul facteur. Mais on est d'accord. Merci beaucoup, Caroline. Et effectivement, on n'oubliera pas les gènes modificateurs, mais comme je suis partie prenante, je ne vais pas parler de ça là. Et effectivement, les gènes qui sont en dehors de CFTR et qui peuvent moduler aussi le phénotype, là, du coup, la clinique des patients. Merci beaucoup, Caroline. Et on va devoir avancer parce que malheureusement, le temps passe. Et là, donc, je vais quand même la présenter, même si ce matin, on a dit qu'on la présentait plus. Mais donc, on va accueillir Isabelle Sermet, donc, du centre de référence de Necker, qui est donc responsable du centre de référence de muco pédiatrique à Necker et qui est également responsable d'une équipe de recherche
qui s'intéresse particulièrement aux canaux, dont CFTR, et qui est donc également la coordinatrice du projet module CF. Donc Isabelle va nous parler des mécanismes moléculaires d'action des modulateurs de CFTR. Merci beaucoup Isabelle. J'ai essayé de rendre simple et peut-être un peu schématique quelque chose qui est extrêmement compliqué, avec encore beaucoup de choses inconnues, mal connues, mais qui a eu un bond extraordinaire depuis 3-4 ans, où on maîtrise une nouvelle technologie qui s'appelle la cryomicroscopie électronique, qui permet de définir un certain nombre d'éléments biologiques, et en particulier des protéines, éventuellement liées à d'autres protéines ou à des molécules, en particulier des molécules thérapeutiques à l'échelle de l'angstrom, et qui a permis d'avancer en biologie dans beaucoup de domaines, et dans le domaine des mécanismes moléculaires d'action des modulateurs de CFTR en particulier. Donc un très bref rappel. Du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, la protéine CFTR, c'est une très grosse protéine, c'est 1480 acides aminés, qui a une propriété d'appartenir aux ABC protéines, hein, qui sont en fait des associations en général de protéines transmembranaires, donc qui sont fichées dans la membrane et qui associent un domaine transmembranaire en général perméable, qui va laisser passer des molécules, et des domaines qui lient l'ATP, qui vont permettre l'activation et l'ouverture du pore. Donc en l'occurrence pour CFTR, il y a des domaines transmembranaires, 6 domaines transmembranaires symétriques, donc 2 fois 12 domaines transmembranaires qui vont former le pore, qui sont en général lipophiles puisqu'ils sont ancrés dans la membrane plasmique que vous voyez ici, et qui sont reliés à 2 domaines qui lient l'ATP, qui vont être cruciaux dans l'activation de la protéine. Ce sont les domaines qu'on appelle NBD1 ici, NBD2 ici, et qui sont reliés par un domaine qui est extrêmement destructeur. Ah, pardon, excusez-moi. Et il n'y a pas de pointeur là? Bon, c'est pas grave, je vais le montrer là. Qui sont reliés. Non, ça marche pas. Je montrais consciencieusement avec la... Mais ça marche pas. Avec donc des domaines transmembranaires ici, dans la membrane, hein, lipophile, 2 domaines NBD, NBD1, NBD2, qui lient l'ATP et qui sont reliés avec un domaine très déstructuré, encore mal connu, qui s'appelle R pour régulateur, donc protéine CFTR. Ce qu'on sait, c'est que ce pore, il s'ouvre des milliers de fois par seconde, et pour que ce pore s'ouvre, il faut qu'il y ait une dimérisation des domaines NBD1, NBD2. Donc ces 2 domaines sont séparés l'un de l'autre, et la première fixation de l'ATP va commencer à les relier, et pour qu'ils soient dimérisés, il faut qu'il y ait une fixation d'une deuxième molécule d'ATP, ce qui va avoir pour effet un certain nombre de modifications de conformation dues à la libération d'énergie de l'ATP, et du coup, ces modifications de conformation vont se reconfigurer le canal et permettre l'ouverture de ce canal et le passage d'ion chlorure ou d'ion bicarbonate, par exemple. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'il faut comprendre que cette molécule, cette protéine, pour qu'elle s'ouvre et se ferme des milliers de fois par seconde, avec fixation, libération d'énergie, des milliers de fois par seconde, encore une fois, il faut absolument que ce mécanisme soit flexible et qu'il y ait en quelque sorte du jeu, et du jeu entre les domaines qui vont fixer l'ATP, les 2 domaines NBD1, NBD2, et les différents hélices transmembranaires. On a, depuis quelques années, compris,
quelques domaines qui sont extrêmement importants, en particulier des hélices intracellulaires, des boucles intracellulaires qui relient les domaines transmembranaires, donc ces hémidomaines transmembranaires 1 et 2 au domaine nucléotidique, en particulier ces 4 boucles intracellulaires, mais également une hélice transmembranaire, la 8e. 8e domaine transmembranaire est absolument crucial parce qu'elle a une forme très particulière, comme vous le voyez. Elle est en fait coudée, elle est brisée en son milieu, et c'est elle qui est un élément extrêmement important pour la flexibilité, la connexion entre les NBD et le port, en quelque sorte, vraiment la faculté d'avoir du jeu finalement qui permette cette dynamique. Donc cette 8e hélice transmembranaire est absolument fondamentale dans la fonction de la protéine CFTR. Alors maintenant, si on revient aux modulateurs et aux différents modulateurs, donc je vais essayer de vous résumer ce qui est connu sur les mécanismes moléculaires, en l'occurrence les sites d'action des différents modulateurs, donc VX770 le potentiateur, VX661 et 809 les correcteurs de première génération et VX445 le deuxième correcteur qu'on trouve dans CAF-Trio. Donc pour VX770, c'est celui qu'on connaît le mieux. Donc il s'adresse initialement aux mutations de classe 3, c'est-à-dire un défaut d'activation de la protéine, parce que ce sont des mutations qui touchent les NBD1 ou les NBD2, G551D, vous le connaissez, mais aussi par exemple G1349D, qui empêchent en l'occurrence la fixation des molécules d'ATP, donc la reconformation et la dimérisation des NBD1. Donc ce sont des mutations de classe 3 et qui, on le voit très bien dans ces expériences de patch clamp, qui en fait vont empêcher l'ouverture du port. Ici donc en fait, quand je suis trop petite, mais quand vous voyez en haut les traits assez grands, c'est ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme en permanence. Et ici, quand il y a une mutation, une protéine mutée, une cellule mutée, rien ne bouge. Et il y a éventuellement quelques événements rarissimes. Donc en fait, on dit qu'il y a une probabilité d'ouverture réduite. Le port ne s'ouvre pas, il reste en conformation fermée. Donc, c'est d'ailleurs parce que la mutation se situe ici au niveau de la fixation du deuxième ATP. Donc, il y a une seule molécule d'ATP qui va se fixer et la deuxième ne peut pas se fixer. Donc, le port ne va pas s'ouvrir. Et ce qu'on a vu, et c'est la première publication en 2009, c'est qu'effectivement, avec ce VX770, on augmentait les événements d'ouverture ici, lorsqu'on incubait les cellules G751D avec VX770. Donc on augmentait la probabilité d'ouverture et en l'occurrence on maintenait le canal ouvert plus longtemps. Donc à partir de là, on a élaboré beaucoup d'hypothèses et initialement ce sont les modélisateurs qui ont essayé de muter un certain nombre de positions dans la protéine qu'ils pensaient être éventuellement cruciaux pour la fixation et l'ouverture du canal. Et à partir d'un certain nombre d'expériences, on est arrivé finalement à comprendre que Ivacaftor se fixait bien sur cette fameuse hélice, la 8e hélice transmembranaire, dont je vous ai parlé tout à l'heure, vraiment au niveau du coude, ce qui va en fait permettre de conformer cette hélice dans sa conformation finalement port ouvert et donc de maintenir le canal ouvert. Et depuis, c'est un site dont on avait fait l'hypothèse en modélisation protéique qui a bien été identifié et vu en cryomicroscopie électronique, c'est-à-dire où on avait la protéine incubée avec la molécule VX770 et on voyait bien qu'effectivement le VX770 était bien fixé au niveau du coude de cette 8e hélice transmembranaire. Donc, si on le fait très schématiquement, en fait, VX770 va se fixer ici au niveau de la 8e hélice transmembranaire, donc au niveau des domaines transmembranaires, et donc, en fait, finalement, reconfigurer le port, non pas parce qu'il y a une fixation de la deuxième molécule d'ATP, mais parce que, en quelque sorte, il va restructurer, reconformer le canal, la 8e hélice transmembranaire, puis finalement tout ce qui va y être associé,
en conformation ouverte et le port va être ouvert. Donc c'est ça l'hypothèse actuelle pour le mécanisme d'action du VX770, donc maintien de ce canal en conformation ouverte sans dimérisation, et ceci quel que soit le génotype. C'est bien pour ça que ce n'est pas du tout mutation dépendant. Là, initialement, effectivement envisagé sur les mutations d'activation et de conductance, parce qu'il faut bien que la protéine soit à la membrane, mais évidemment on l'associe maintenant pour un certain nombre de mutations faux sens qui peuvent être corrigeables, et ça marche également sur le wild type, c'est-à-dire que lorsqu'on met du VX770, on va augmenter l'activité de la protéine sauvage. Donc ça c'est le mécanisme de potentiation. Pour les mécanismes des correcteurs, donc qui vont corriger, on va dire, des classes 2, pour le faire simple, des classes 2 type mutation delta F508, mais aussi NMI 303K, mais aussi par exemple R1066C. Ce sont toutes des mutations qui vont être associées avec des défauts de repliement, parce qu'elles sont positionnées dans des sites absolument structuraux cruciaux de la protéine, et donc finalement vont mal la reconformer et vont la cibler pour être dégradée par le protéasome. On voit ici très bien que ici la forme mature ici de la protéine delta F508 dans ce western blot, elle est glycosylée, elle peut arriver au Golgi et ensuite à la membrane par trafficking à la membrane plasmique, mais lorsqu'il y a une mutation delta F508, elle ne va pas être glycosylée, on ne va pas voir cette forme mature, elle reste ici dans le réticulum endoplasmique et elle va être dégradée par le protéasome. Donc ça c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, et en fait effectivement la firme Vertex, par criblage à haut débit, a donc essayé de trouver des molécules qui vont favoriser la maturation, c'est-à-dire probablement la modification du repliement de telle sorte que cette protéine va être moins dégradée. Donc c'est une amélioration de la maturation, quel qu'en soit le mécanisme, par ces correcteurs. Alors pour arriver à comprendre les choses et on va dire à les décrypter sur le plan structurel, juste un bref rappel que finalement la synthèse et l'assemblage de la protéine CFTR, ce sont des étapes extrêmement compliquées, mais qui peuvent se résumer comme un puzzle, parce qu'il y a en fait un assemblage cotranslationnel au niveau du ribosome ici. On va avoir la formation du premier hémidomaine transmembranaire, qui va se lier avec le premier domaine NBD, puis ensuite le deuxième domaine transmembranaire avec le domaine R, puis ensuite tout ceci s'assemble avec le dernier domaine nucléotidique, pour ensuite se compacter avec un jeu extrêmement subtil de liaisons en particulier hydrogène, pour faire la protéine CFTR native. Lorsqu'il y a une mutation, la délétion de la phénylalanine en position 508 dans le domaine NBD1, au cœur véritablement de la protéine, un endroit où les domaines transmembranaires s'ancrent avec les domaines NBD. Finalement, tout ceci se déstructure. Le domaine NBD1 est très instable thermodynamiquement, il se replie mal, et ça va créer des anomalies d'interface avec tous les domaines avec qui le domaine NBD1 est en lien, et ensuite des interfaces multiples interdomaines, de telle sorte que la protéine n'est plus bien repliée et elle va donc être dégradée du fait de cet assemblage défectueux interdomaine. Donc il faut concevoir ça comme finalement un puzzle qui se met mal en place et qui finalement est éliminé par le système contrôle qualité de la cellule. Alors, ce qu'on sait depuis une bonne dizaine d'années, c'est qu'on peut jouer sur chaque étape. Et c'est là où Vertex s'est positionné. On sait depuis assez longtemps qu'il y a des correcteurs, mais qui sont très toxiques en clinique, pour améliorer la stabilité du domaine NBD1. Vous allez voir, on pense que VX445, l'Elexacaftor, peut également être implémenté dans la restabilisation du domaine NBD1. Mais ce qu'on pense, et ça reste encore une hypothèse, mais maintenant elle est en train de se confirmer avec les mécanismes de cryomicroscopie électronique, c'est que VX809 et VX661, donc l'Humacaftor, Tesacaftor, mais également les molécules
d'AbbVie, dont le développement vient d'être abandonné, mais qui sont extrêmement semblables, finalement, sont impliqués pour reconformer, restabiliser les défauts d'interface entre, ici, à ce niveau-là, entre les différents domaines, le domaine NBD1 et les domaines transmembranaires, et donc ensuite, finalement, reconformer un peu toutes les interfaces, finalement, entre tous ces domaines. Et ça, c'est ce qu'on appelle les correcteurs de type 2. Et ensuite, les correcteurs de type 3, dont fait partie le VX445 et le Bamocaftor, qui est un autre correcteur d'AbbVie dont le développement vient d'être abandonné, qui vont agir, eux, sur, finalement, des effets allostériques qu'on connaît encore mal, mais dont je vais vous détailler un exemple juste après. Donc, en fait, ce qu'on pense, c'est que, et ce qu'on a compris assez rapidement il y a quelques années, c'est qu'il ne fallait pas stabiliser une seule anomalie, mais qu'il fallait absolument essayer de stabiliser au moins 2, voire 3 anomalies pour être efficace et diminuer augmenter la maturation et diminuer la dégradation. Alors, il y a vraiment, vraiment, depuis 2 ans, donc toutes ces publications, finalement, sauf celle-ci, mais datent depuis 2 ans, et c'est grâce aux expériences de cryomicroscopie électronique qu'on a pu comprendre les mécanismes d'action de VX809, 661 et 445. Alors, ce qu'on sait grâce aux expériences de cryomicroscopie électronique, c'est que VX809 et VX661, qui sont des molécules extrêmement proches, se lient ici, au niveau du domaine transmembranaire, dans une poche très particulière qui est définie entre la leucine, 53e acide aminé, et la phénylalanine, 87e acide aminé. Donc, ça se lie ici, et ça va finalement stabiliser le domaine transmembranaire 1. VX445, lui, il est situé dans une fissure beaucoup plus superficielle, à la surface de la protéine, et il va, lui, plutôt être impliqué dans la liaison des 2 domaines transmembranaires, 1 et 2. Mais ce qui est encore plus important, c'est que finalement, il faut comprendre que ça ne va pas corriger un défaut. Les domaines transmembranaires sont tout à fait bien formés dans la protéine delta F508, mais en fait, ça va réaliser finalement un effet colle, ça va stabiliser les hélices, ça va permettre de mieux les assembler, ça va mieux les compacter, et finalement, la protéine va être mieux conformée et donc être plus susceptible finalement de subir sa maturation normale. Donc c'est finalement des chaperones, des espèces je ne trouve pas le mot, mais enfin de supports finalement, qui vont renforcer le repliement. Ça ne va pas corriger quelque chose d'anormal, mais ça va améliorer le repliement des domaines transmembranaires. Pour VX445, alors ça, c'est des choses qui ont été vues en cryomicroscopie électronique, mais les modélisateurs pensent qu'il y a un autre site qui n'est pas vu en cryomicroscopie électronique, mais qui a été publié récemment dans un papier dans Science, où il y a en fait VX445, lui, se lierait aussi au niveau du domaine NBD1, et donc améliorerait son repliement et donc du coup ses interfaces. Et donc là, il corrige une anomalie, et c'est bien pour ça probablement que l'association de VX445 à VX809 ou 661 améliore autant à la fois la maturation et donc la clinique des patients. Et en résumé, donc ça c'est le papier de Science auquel Pierre-Régis faisait référence. Donc c'est la cryomicroscopie électronique, ici vous voyez, en 2D, en 3D. Donc, et ils ont incubé cette protéine avec les différentes molécules, et ensuite ils en tirent une modélisation. Donc, dans sa conformation native, je dirais, delta F508, la protéine, elle ressemble à une espèce de gros champignon, elle est complètement déstructurée. Et ici, tout vient de la déstructuration du domaine NBD1, dans lequel il y a la mutation delta F508, qui n'est pas bien repliée. Donc, lorsqu'on met uniquement du lumacaftor, c'est-à-dire lumacaftor, enfin les correcteurs de première génération, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Tout ça reste dans sa forme champignon, je dirais, et très déstructuré.
Lorsqu'on associe VX445, l'Elexacaftor, c'est-à-dire qu'on va lier ici au niveau de MSD1, dans ces deux sites de liaison, les choses se restructurent, mais lorsqu'on met les deux molécules ensemble, l'humacaftor et l'hexacaftor, là, on restructure véritablement la protéine, on favorise la diminéralisation des NBD1, et donc on arrive à la structurer. Et finalement, lorsque on associe le VX770 donc, au niveau du domaine transmembranaire lui aussi, alors là, on ouvre le canal, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans cette représentation, mais le canal peut s'ouvrir. Et donc finalement, si on se résume sur ce qu'on sait actuellement, parce que les choses progressent vraiment vite, VX770, il va donc se lier sur le deuxième domaine transmembranaire et il va stabiliser en conformation ouverte le canal, quelle que soit la mutation, alors que VX661, VX445, eux, ils vont se lier plutôt sur le premier domaine transmembranaire, et favoriser l'assemblage, la compaction des hélices pour stabiliser finalement le repliement. Et quand on regarde finalement en lien avec le site supposé de VX445, on a une espèce de triangle qui finalement encercle à la fois les domaines transmembranaires, le domaine NBD1, et ce qui va permettre de stabiliser la conformation de la protéine, de restaurer la dimérisation des NBD1, donc de permettre l'ouverture du canal et de recompacter l'ensemble de la protéine pour un meilleur repliement. Et je crois que j'en ai fini dans cette présentation un peu compliquée. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation, magnifique présentation qui était très claire. Il y a sûrement des questions. Je l'attaque. Merci Isabelle, toujours aussi brillante. Moi, ce que j'arrive pas à très bien comprendre par rapport à tout ce qu'on apprenait, c'est qu'il y a une mutation qui modifie une protéine dont tu l'as rappelé, qui était donc pouvait être dégradée par la cellule puisqu'elle n'était pas complètement reconnue. Mais en même temps, tu nous montres que finalement, ce sont des molécules qui stabilisent le tridimensionnel. Alors, elles agissent pas quand même sur des protéines complètement normales. Ça veut dire que ça agit très très tôt, juste après la traduction. Comment ça se... En fait, on sait peut-être rien, mais je sais pas. Mais ça interroge parce que finalement, on arrive à corriger quelque chose qui théoriquement devrait être détruit avant d'arriver à la membrane. Donc, est-ce qu'on sait à quel moment ça agit en fait ? C'est probablement pas spécifique de CFTR non plus. C'est ce qu'on appelle des molécules chaperones. Elles ont été déterminées par criblage haut débit. Il se trouve qu'elles stabilisent la maturation. Et on pense que, grâce à ces positionnements finalement définis en cryomicroscopie électronique, ces sites de liaison, qu'elles vont stabiliser d'une part pour les 661 et 445 en collant finalement, et l'eau et VX770 en ouvrant. Mais probablement, effectivement, ça doit absolument se situer au moment des intermédiaires de synthèse, quand ça s'assemble en puzzle. Parce que s'il y a une étape qui n'est pas bien faite, à ce moment-là, rien ne va suivre. Et c'est en ça que c'est si extraordinairement compliqué. Et je rappelle que quand même, il y a à peu près que 10% de protéines normales qui arrivent à la membrane. Tellement il y a tellement d'intermédiaires, tellement d'étapes, même pour une cellule, dans une cellule qui a des gènes normaux, que ça ne se passe pas bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais, merci Isabelle, c'était super. Est-ce que tout ce que tu nous as montré, ça permet de prédire finalement, ça pourrait permettre de prédire une réponse ou une non-réponse s'il y a par exemple un variant qui est au site de fixation d'un de ces modulateurs ? Alors oui, ça j'ai oublié de dire qu'en fait au début, avant qu'il y ait la cryomicroscopie électronique, et encore maintenant, donc il y a des expériences de mutagénèse, c'est-à-dire qu'on va effectivement muter les sites dont on pense qu'ils sont impliqués dans la fixation du site de liaison. Et si on les mute, on cite un acide aminé crucial. À ce moment-là, on empêche
la liaison de la molécule et donc on empêche son efficacité. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a déterminé. Parce qu'en cryomicroscopie électronique, on voit tout simplement, on suppute le site de liaison et ensuite il faut confirmer en mutagénèse dirigée. Bon, ben alors, Isabelle, deux questions rapides. La première, on différencie un peu artificiellement les molécules entre correcteurs, potentiateurs. Est-ce qu'une même molécule peut avoir plusieurs effets? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que, compte tenu du fait que ces molécules, elles marchent sur des poches qui sont des sites de fixation, du coup, c'est probablement dépendant des mutations et de la présence de ces sites de fixation ou pas. Si, par exemple, on a une mutation qui altère le site de fixation derrière tridimensionnel. Et ça, comme conséquence, c'est est-ce que les nouveaux modulateurs, les nouvelles combinaisons, pour ne pas le citer, le vanzacaftor, va forcément marcher sur des molécules sur lesquelles l'elexacaftor marchait? Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question. Alors, la première, et je l'ai enlevée parce que effectivement, j'avais tout un truc sur ce qu'on appelle les allèles complexes, c'est-à-dire des mutations supplémentaires qui sont associées à la mutation d'intérêt, qui vont faire que effectivement la molécule ne marche plus parce qu'elle mute dans le site de liaison, et elle mute un acide aminé qui est crucial et qui fait qu'à ce moment-là, le lumacaftor, le 661 ou le 445 ne peuvent plus se lier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on cherche quand les patients ne sont pas répondeurs. La deuxième chose qui est effectivement qu'on ne sait pas, absolument pas, on connaît le site de liaison et l'efficacité et le mécanisme éventuel du VX445. Encore, vous voyez qu'il y a un site qui est supputé par les modélisateurs. Et dans notre laboratoire, on a vu que quand on mutait des acides aminés de NBD1, on empêchait l'efficacité de VX445. Donc probablement quand même qu'il doit se lier ou avoir un effet allostérique à cet endroit-là. Mais effectivement, rien ne dit que le vanzacaftor finalement va induire les mêmes efficacités ou au niveau de la protéine ou d'ailleurs au niveau de façon tissu dépendant. Ça, c'était la deuxième. Et la première question, c'était quoi? J'ai déjà oublié. La première, c'était est-ce qu'une molécule peut être à la fois correctrice et potentiatrice? Absolument. Ça a déjà été publié. Il y a un papier tout récemment dans Translational Medicine qui est à la fois potentiateur et correcteur. Et il y a un dérivé de venin de serpent qui a été publié dans notre laboratoire d'ailleurs, mais on a arrêté le brevet, mais qui était à la fois potentiateur et correcteur. Voilà, donc effectivement, il y a des molécules qui peuvent faire les deux, et on peut comprendre quand elles sont dans le domaine transmembranaire, elles peuvent à la fois le stabiliser en conformation ouverte et à la fois finalement favoriser le repliement des hélices et recompacter le tout. Donc il faut quand même garder en mémoire que c'est des pharmacochaperones qui servent de support et c'est probablement pas spécifique. Voilà. On va prendre une dernière question ici. Merci Isabelle. C'est peut-être une question très bête, je ne sais pas, mais du coup on comprend, on commence à comprendre le mécanisme là sur CFTR et on peut se penser pour les autres protéines qui sont autour et sur d'autres fonctionnalités dans notre corps. Est-ce que ça ne peut pas détraquer autre chose ailleurs? Alors, il y a deux réponses. Il y a maintenant des papiers qui sortent sur les ABC protéines, les autres ABC protéines, en particulier la maladie de Stargardt qui donne une rétinite et un certain nombre de maladies hépatiques. Donc, on commence à utiliser le VX770 pour traiter les patients. Et ensuite, deuxièmement, effectivement, il y a ce qu'on appelle des off-target, c'est-à-dire il y a une publication là sur des anomalies de métabolisme des lipides qui viennent d'être sorties par un groupe italien. Et donc, effectivement, il y a potentiellement des effets secondaires ou non, j'en sais rien, cliniquement relevant ou non, mais on ne peut pas imaginer une seconde que ça n'impacte pas sur d'autres protéines. Merci beaucoup. Alors, on me demande en même temps de regarder si je peux monter la température. Monter. Il y en a qui veulent. Alors, il y en a qui veulent monter la température, mais parce qu'en fait, le problème c'est que ça vous souffle dessus, hein, c'est ça. Mais non. Bon, je crois qu'on va laisser comme ça. Je suis désolée. Pas envie de faire une révolution dans la salle. On accueille la troisième et dernière oratrice, Emmanuelle Giraudon.
Je pense qu'elle va boucler la boucle parce que Caroline a présenté un peu les mécanismes, les mutations, ce que sont les mutations. Isabelle, les mécanismes d'action des potentiateurs, correcteurs. Et Emmanuel va nous parler des résultats attendus et inattendus et comment peut-être ces traitements nous aident encore à apprendre encore plus que ce qu'on pensait des variants qu'on identifie dans le CFTR. Merci. Tu peux rêver, ouais, c'est ça. Bon, donc effectivement, je vais clore un petit peu la session. Qu'est-ce qu'il a, Pierre-Régis ? Je vais clore la session en vous parlant de résultats de la mise sous CAF-TRIO dans le cadre du protocole compassionnel, de résultats attendus et inattendus. Je ne vais pas faire du tout un catalogue, je vais prendre des exemples qui sont particulièrement relevants, pertinents. Et puis je vais rester simple. Alors vous avez vu ce matin la présentation de Pierre-Régis, il y a 600 patients qui ont été examinés, tous n'ont pas été inclus, tous n'ont pas encore été évalués, mais ça faisait un travail considérable. Et en fait, on s'est aperçu qu'il était vraiment très très important de vérifier les comptes rendus de génétique. C'est-à-dire que quand vous soumettiez au CPC les dossiers de patients, il fallait y joindre les comptes rendus de génétique. Donc quelquefois, quand ils n'étaient pas joints, il a fallu les récupérer pour pouvoir corriger un certain nombre de choses. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'était pas la bonne. Ok. Voilà. Et en effet, il y avait des coquilles dans les noms des variants. Donc heureusement, effectivement, on a pu corriger. Là, il y a des choses qui sont faciles à corriger. Il y avait la coexistence de deux nomenclatures. Donc il a fallu harmoniser, mettre tout. On a tout mis en nomenclature traditionnelle. Les génotypes pouvaient être incomplets et parfois non compatibles avec une mucoviscidose. Il y avait la présence d'allèles complexes qui n'étaient pas forcément signalés. Il y avait des variants erronés. Il y avait des statuts d'homozygotes qui n'étaient pas des homozygotes ou des statuts d'homozygotes qui n'avaient pas toujours été vérifiés par l'étude des parents. Donc ça pouvait aussi changer la prédiction de la réponse. Et c'est la raison pour laquelle on a été quand même relativement large dans l'inclusion. Et au total, on a corrigé à peu près une soixantaine de génotypes. Tous n'ont pas prêté à conséquence sur la réponse, la non-réponse, mais quand même c'était important. Donc il nous manque encore quelques, je sais plus, Jennifer, il nous manque encore quoi, 30, 40 dossiers qui n'ont pas pu être vérifiés, un peu plus, c'est ça ? Ouais. Donc on va vous relancer, c'est vraiment très important. Bon. Et je vous donne juste quelques exemples de corrections qui ont pu être apportées. Un variant qui était noté E1104X. Alors ça, c'est pour ça qu'on a besoin des comptes rendus des collègues, parce qu'effectivement, sinon, c'est des choses qui sont recopiées. Quand on recopie, il y a toujours un risque d'erreur de saisie manuelle. On nous le dit suffisamment souvent. Donc un E1104X. Et qui, en fait, a été un E1104V. Donc, effectivement, quand on considère E1104X, qui n'est peut-être pas prédit répondeur parce que c'est un stop, on dit a priori, allez, les stops, ils ne répondent pas, on n'aurait peut-être pas inclus le patient si on n'avait pas eu des critères relativement larges. Et ça aurait été très dommage parce que, effectivement, ce patient porteur de E1104V, il a répondu. En tout cas, lui, il a répondu. Alors pareil, avec la E92X, c'est effectivement une erreur de recopiage et on s'est aperçu que le patient répondait, on s'est dit tiens, c'est un petit peu bizarre et puis on a vérifié le génotype, c'était E92K. Bon voilà. Et puis donc des coquilles, un G1249R qui est un variant FDA, en fait c'était pas un G1249R mais un G149R. Bon, par chance, ce patient a répondu parce que c'était un variant de classe 2 de maturation et qu'il a répondu. Et puis un 3120 plus 1GA, c'est un variant d'un site canonique d'épissage, donc qui a priori est prévu ne pas répondre. Et là, 3120, ça veut dire que c'était le dernier nucléotide de l'exon. Et comme vous a indiqué Caroline, le dernier nucléotide de l'exon, il n'est pas forcément invariant, donc il y a peut-être quand même un transcrit résiduel et qui peut être de nature à répondre. Voilà, et puis un dernier exemple, le dernier, la V754M, qui est un variant FDA, mais en fait, et je vais vous montrer une petite liste à côté, ce variant, il est non pathogène. Par contre, il est observé chez des patients atteints de mucoviscidose parce qu'il peut être un allèle complexe, et notamment avec une grande délétion complexe, une délétion des exons 3 à 10 et 14B à 16. Et au passage, un petit mot sur le fait qu'il y a une communication entre CFTR France, la base de données française alimentée par les données de laboratoire, et puis le registre avec les données de patients.
Et régulièrement, il y a des confrontations entre les deux bases, et ça permet de corriger, d'abord d'alimenter effectivement les nouvelles données, mais de corriger aussi les données de génotype. Et à la dernière confrontation, il y avait 90 corrections de variants qui étaient apportées par CFTR au registre. Alors, les variants FDA, donc, comme l'a dit Pierre-Régis ce matin, c'est une liste qui est évidemment très utile, qui est vraiment fondamentale pour la demande d'extension d'AMM à l'EMA. Par contre, effectivement, il y a quelques limites qu'il faut connaître, parce que cette liste, elle contient des variants qui sont non ou peu pathogènes. Il y a des allèles complexes, je vais vous montrer, et puis il y a des variants faux sens et qui ont un impact sur l'épissage, et je vais vous en montrer aussi un exemple. Donc, là, je vous ai mis sur ce tableau, ce n'est pas une liste exhaustive, mais de variants FDA qui sont non pathogènes, en tout cas au regard de la mucoviscidose, ou très peu pathogènes, qui peuvent éventuellement être associés pour certains à des affections liées à CFTR, mais en tout cas qui ne sont pas responsables de mucoviscidose, mais qui peuvent, comme dans ces différents exemples, être en allèle complexe avec des variants, eux, qui sont pathogènes associés à la mucoviscidose, comme ce variant-là, et puis, comme je vous ai dit aussi, cette grande délétion qui est en combinaison avec V754M. Donc, si un patient porte et effectivement, c'était un des génotypes qu'on a corrigé, V754M, on dit « Ah oui, c'est un variant FDA, il va répondre forcément. » Si le patient il porte cette grande délétion à côté, finalement, il ne va pas répondre. Ça dépend évidemment de ce qu'il a en trans. Voilà, donc là, je reprends cette illustration aussi. Merci Isabelle Fajac, parce que finalement, tu vois que ça a bien servi. Donc les différents types, les différentes classes de mutations, donc où on va dire quels sont les résultats qui sont attendus. Ça, on a bien vu un petit peu déjà avec Caroline. Donc c'est en fonction du type de variant, mais aussi en fonction de l'expérience qu'on a du CPC1, en fonction aussi des études fonctionnelles qui ont pu être menées sur des cellules de patients, les cellules nasales, donc avec ce qui est fait dans le laboratoire INSERM d'Isabelle. Donc effectivement, il y a un certain nombre de variants de classe 1 et qui... Il m'a manqué une diapo. Je reviens comment? Je ne peux pas revenir en arrière? C'est un peu bête. Il est bloqué. Je ne peux même plus avancer. Ah si, je vais faire comme ça. Je ne sais pas où est ma diapo. Non, peut-être après alors, je ne sais pas. Ok, c'est pas grave. Donc des variants qu'on a pu clairement classer non répondeurs, parce que, comme vous a montré Pierre-Régis, c'était aussi en fonction des résultats d'évaluation qu'on avait obtenus, et qu'on interprète quand en trans, c'est-à-dire de l'autre côté, il y a un variant non répondeur. Parce que forcément, quand c'est en trans d'un variant répondeur, on s'attend à ce que le patient réponde. Donc la plupart des variants stop, des délétions, des variants canoniques d'épissage, -1, +1, -1, +2, ou des variants qui décalent le cadre de lecture, eh bien effectivement, ces variants, les patients porteurs de ces variants en trans d'un autre variant non répondeur ne répondaient pas. Mais on a eu quand même quelques surprises, je vous en parlerai après. On a également donc, les variants de classe 2, donc des variants qui altèrent la maturation et le trafic de la protéine CFTR. On a cité en exemple N13-3K, et effectivement, il y a un papier qui a été publié en 2023 sur, justement, dans le cadre du CPC. L'équipe d'Isabelle aussi a fait un énorme travail sur les études sur les cellules de patients. Donc ça, pour l'instant, c'est un papier qui est soumis. Donc on a bon espoir qu'il aboutisse. Et puis là aussi, avec ce type de variant, on a des surprises. Les variants de classe 3, globalement, alors il y avait des patients qui étaient sous Calideco et qui ont été mis sous Kaftrio. Certains répondent mieux sous Kaftrio et d'autres ne répondent pas mieux. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Les variants de classe 4, des variants de classe 5. Alors les variants de classe 5, qui sont des variants qui souvent sont des variants d'épissage qui réduisent la quantité de transcrits normale. Donc on a un certain nombre de variants, et ça j'y reviendrai aussi. Et puis les variants de classe 6 qui altèrent la stabilité, donc le plus souvent sont des variants de la fin du gène, et qui vont faire qu'il y a quand même une protéine produite qui sera exprimée à la membrane, mais qui sera instable à la membrane, et donc on aura une quantité, on aura une fonction résiduelle associée à ces variants.
Elle est là, ma diapo. Donc en fait, les génotypes attendus, on dit qu'un génotype est attendu répondeur quand il y a au moins un variant répondeur, un génotype est attendu non répondeur quand il y a 2 variants non répondeurs, et inconnu quand il y a au moins un variant inconnu. Bon, ça, vous l'aviez compris. Alors, ce qui complique un petit peu la chose, en effet, et on l'a dit à plusieurs reprises, c'est que c'est assez facile et c'est assez agréable intellectuellement de se dire, tiens, tel variant, il altère tel ou tel mécanisme, maturation, activation, etc. Mais il y a quand même un grand nombre, et c'est bien documenté maintenant, de variants qui altèrent plusieurs, enfin, qui relèvent de plusieurs mécanismes. Et ça a été publié déjà en 2016, et puis une étude collaborative française qui a montré notamment qu'il y avait un certain nombre de variants faux sens et qui étaient compris comme des variants faux sens et qui en fait altéraient l'épissage. Alors, dans les résultats plutôt inattendus, attendus, inattendus, on a ce variant, un variant stop, qui est du milieu du gène. On dit un variant stop, a priori, il ne va pas répondre. Sauf que ce variant, il est connu déjà depuis un petit moment, et c'est un variant qui touche le premier nucléotide. Alors là, ici, c'est le gène. Là, ici, le transcrit, là, la protéine. Et donc, c'est un variant qui touche le premier nucléotide d'un exon. Donc, c'est un variant stop, puisque ça crée un TAG, mais ça altère aussi l'épissage. Et en fait, de ce variant unique au niveau génique, on a 3 conséquences sur l'épissage différentes. 3 différentes. Donc, on a le codon stop. Et le codon stop, on a une protéine tronquée et qui n'est pas fonctionnelle, mais ça représente que 16% des transcrits. Là, le transcrit majoritaire, en fait, il y a une délétion de cet exon-là. Donc, on a les exons 13 et 14 qui sont, 14B qui sont raboutés. Donc, il manque un exon, il y a un décalage du cadre de lecture. Non, pardon, excusez-moi, c'est une délétion qui est en phase. Mais cette protéine n'est pas non plus fonctionnelle. Ça, c'est les transcrits majoritaires. Et puis, on a, et ça, c'est très curieux et c'était assez unique, on a, du fait de la mutation, une création d'un autre... utilisation d'un autre AG au tout début de l'exon. Et donc, la conséquence au niveau de la protéine, c'est qu'on a juste un acide aminé qui manque, un E831-DEL. Et donc, vous savez bien, quand il y a des délétions d'un acide aminé, ça peut être vraiment très délétère, comme F508-DEL, I507-DEL. Mais dans le cas de cette E831-DEL, eh ben, la protéine reste fonctionnelle. Et donc, c'est vrai que c'est une minorité de transcrits, mais c'est suffisant pour être associé déjà à un phénotype qui est très modéré. Et de fait, les patients qui ont été mis sous Kaftrio répondent au Kaftrio. Donc finalement, ce n'est pas tout à fait un variant de classe 1, c'est surtout un variant de classe 1, mais aussi de classe 5, et c'est ce qui fait que ça répond. Alors, l'exemple d'un autre variant qu'on classe comme variant de classe 1, parce que c'est un variant d'épissage, il est en plus 1, mais c'est un variant de la fin du gène. Et il se trouve que, ça a été montré effectivement dans le cadre du CPC1, à la fois donc sur la réponse clinique, mais aussi sur la réponse au niveau cellulaire, donc dans les cellules nasales de patients, un patient qui était homozygote pour ce variant, eh bien, on a une fonction résiduelle, on a une diminution du taux de transcrit, et on a probablement effectivement un variant de classe 6 qui fait que le variant, la protéine va s'insérer quand même à la membrane et être fonctionnelle, même si elle a une activité qui est réduite. Et puis, dans les résultats dont on ne savait pas ce qu'on devait en attendre, je vous cite des délétions. Donc, on a une délétion, là, c'est une délétion qui est assez fréquente, une délétion de 2 exons. Ça fait sauter un certain nombre d'acides aminés, mais de toute façon, ce n'est pas en phase. Ça décale le cadre des lectures, et ça, c'est très clair. On a un certain nombre d'exemples, et ce n'est pas répondeur. La question qu'on s'est posée, c'est pour des délétions d'un exon unique qui respecte la phase du cadre de lecture. Donc là, on avait 2 exemples. L'exemple d'une délétion de l'exon 4 et qui est en phase, donc ça veut dire qu'on a juste 71 acides aminés, en moins dans la protéine. Et là, ici, un variant qui est un petit peu plus loin dans le gène, une délétion de l'exon 22-19 et qui fait 82 acides aminés. Donc on s'était posé la question, on disait, tiens, peut-être que ces variants pourraient répondre, peut-être qu'ils pourraient être corrigés par le Kaftrio. Et puis en fait, cliniquement, et pour le deuxième, au niveau des cellules du patient, ça ne répondait pas au Kaftrio. Ensuite, on avait des variants de classe 2 qui avaient clairement été montrés de classe 2. Donc, je vous ai dit, là, il y a un grand nombre de variants faux sens
qui n'altèrent pas l'épissage et qui répondent au CAF trio, mais malgré tout, il y en a un certain nombre qui ne semblent pas répondre. I507del, et c'est vraiment le cas de ce variant-là, on avait quand même un certain nombre de patients. L227R aussi, et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que j'ai l'impression que ce n'est pas un variant qui est au site de fixation d'un des correcteurs ou potentiateurs. Donc après, il reste à expliquer pourquoi ces variants ne répondent pas. Et voilà, un certain nombre de variants. Et puis ça a été documenté à la fois au niveau clinique, sur les cellules, et puis dans une autre étude qui a été publiée plus récemment sur in vitro. Alors, quelque chose d'assez intéressant et unique et qui illustre le fait que des variants faux sens peuvent altérer l'épissage. Donc vous avez compris de ce que vous avez raconté, Caroline, dans l'expression du gène et de la protéine, on a le gène, on a le transcrit et on a la protéine. Donc ça veut dire que si on a une conséquence dramatique au niveau du transcrit, ça ne nous intéresse même pas de savoir ce qu'il y a au niveau de la protéine. Donc ce qu'on appelle un variant faux sens, c'est avant tout d'abord un variant d'épissage. Et donc là, ici, on a cet exemple de I175V, qui est un variant FDA. Et en fait, ce variant FDA, ça a été montré dans le cadre de ce CPC et par d'autres équipes comme un variant qui ne répond pas. Et pourquoi il ne répond pas? C'est qu'en fait, c'est un variant qui va introduire, donc c'est un A qui donne un G, et qui va introduire un GT dans un environnement qui est favorable au choix de ce site comme un site donneur, qui va être en compétition avec ce site-là. Donc on peut se poser la question, finalement, comme ce site-là est respecté, celui-là aussi, on pourrait avoir deux types de transcrits et quand même une fonction résiduelle. Donc là, c'est l'épissage normal avec les exons 5 et 6 qui sont consécutifs. Et puis, là, il se trouve qu'effectivement, il y a un épissage, et ça a bien été montré, un épissage aberrant. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a ce message-là qui est délété. Donc, on a ce message-là qui manque dans le transcrit et qui va manquer dans la protéine. C'est une délétion de 57 paires de bases. Donc, 57 paires de bases, ça fait quoi? Ça fait une délétion au niveau de la protéine de 19 acides aminés. Donc, 19 acides aminés, là, on pourrait se dire, finalement, on se retrouve aussi avec un classe 2. Donc, le premier, c'était I175V, mais finalement, il est fonctionnel, lui, quand on le regarde. Et puis, la délétion de 19 acides aminés, mais manque de chance, elle n'est pas fonctionnelle non plus. Donc, elle ne répond pas. Donc là, on est sur à la fois un variant d'épissage et puis un classe 2 et qui n'est pas fonctionnel. Maintenant, les variants, en tout cas connus d'épissage, en tout cas documentés d'épissage compte tenu du nom qu'ils portent. Donc la 2789 plus 5GA, donc ça a été dit déjà plusieurs fois, c'est un variant qui répond. On s'est posé la question au moment du CPC1, il y avait des patients qui répondaient, d'autres qui ne répondaient pas. Et finalement, au suivi, et puis avec l'accumulation des données, sont des patients porteurs de ce variant qui répondent, avec un test de la sueur qui peut ne pas bien répondre, mais globalement, cliniquement, et puis avec les scanners, c'est des patients qui sont répondeurs. On a cet autre exemple aussi de variant fréquent, 3272-26 à Donge, qui crée un autre site d'épissage. Donc en fait, on a un épissage alternatif ici, mais qui ne crée pas de protéines fonctionnelles. Par contre, comme ce site-là est respecté, il est quand même utilisé, ce qui fait qu'on a un transcrit normal résiduel, et donc on a une protéine normale résiduelle et qui va être boostée par les modulateurs. Et puis on a un autre exemple, mais qui est un peu unique, mais pour vous montrer que tous ces variants d'épissage qui ne sont pas dans les plus 1, plus 2, moins 1, moins 2, peuvent ne pas répondre. Et ça, c'est un exemple qui est en moins 8. C'est un patient qui est homozygote pour ce variant-là. Et ça crée un autre site d'épissage aussi. Et finalement, le site doit être tellement fort qu'il est trop en concurrence avec le site proche normal. Et donc, il n'est pas utilisé. Et du coup, le patient ne répond pas. Alors maintenant, on a, et Caroline vous en a parlé aussi, de variants introniques enfouis. Donc elle a dit variant intronique profond et enfoui, c'est pareil. Donc des variants qui sont en plein milieu des exons, des introns, comme la 3849 plus 10 KBC donne T. Donc je redis pour ceux qui dormaient, mais là, il y en a peut-être plus qui dorment maintenant que tout à l'heure. Tout le monde ne dort pas. Donc c'est un variant qui, en plein milieu d'un intron, C donne T, va créer un site GT et va être démasqué un site AG en amont qui préexistait, mais qui n'était pas utilisé. Mais le fait que ces deux sites soient proches, ça va créer des conditions favorables pour être reconnu comme un exon. Et donc c'est ce qu'on appelle, nous, un pseudo-exon. Donc on va inclure
cet exon-là dans le transcrit, mais qui ne donnera pas lieu à une protéine fonctionnelle parce qu'il y a un stop, comme dans la plupart des cas, un stop au niveau de cet exon supplémentaire. Par contre, comme les sites normaux sont respectés ici, GT-AG, dans le cadre de ce variant, il y a quand même une concurrence et il y a quand même du transcrit résiduel qui existe et qui donne lieu à une protéine résiduelle fonctionnelle. D'où le phénotype, d'une part, d'où le phénotype des patients qui est plus modéré et la réponse au CAF-trio. Idem avec ce variant-là qui est aussi en plein milieu d'un intron, donc qui répond très bien, on a un grand nombre d'exemples. Et puis par contre, on a cet autre exemple que vous a montré Caroline, la 1811 plus 1,6 kBA d'Onge, qui est plus fréquente dans le sud-ouest de la France. C'est un variant espagnol qui a été décrit au départ. Et en fait, malgré le fait que les sites normaux d'épissage soient présents, eh bien, ce n'est pas la même configuration au niveau de l'épissage. Et en fait, ce variant-là ne répond pas. Donc là, on est effectivement plutôt... Oui, il y a un autre exemple aussi. Donc on est au départ dans ce qu'on décrit des classes 5, mais qui s'apparentent plutôt à des classes 1. Et en fait, c'est tout à fait corrélé avec la clinique, parce que ces deux variants-là, ils sont vraiment décrits chez des patients atteints d'une mucoviscidose classique, tandis que les deux premiers exemples, on a des mucoviscidoses plus modérées, et pour certains, des affections liées à CFTR. Voilà, donc en conclusion, j'insiste sur le fait qu'il faut toujours vérifier les résultats de génétique, la ségrégation familiale, quand on soumet un dossier, et puis enfin, même dans tout projet qu'on entreprend, que malgré l'utilité évidemment indiscutable de la liste FDA, il faut avoir à l'esprit quelques limites. Il faut se méfier toujours des variants qui altèrent l'épissage, donc ça veut dire que n'importe quel variant dans un gène, il peut altérer l'épissage, que ce soit un variant dans l'intron, dans l'exon, un variant faux sens, un variant silencieux, ça peut altérer l'épissage. Il faut vérifier évidemment si un génotype, si la réponse n'est pas celle attendue. Donc on a eu quelques cas où on s'est dit tiens c'est bizarre, c'est inhabituel ou c'est pas du tout attendu que ce patient réponde ou qu'il ne réponde pas. Donc est-ce que vous pouvez vérifier le génotype s'il vous plaît? D'autres facteurs évidemment non identifiés pourraient modifier la réponse au modulateur. À chaque fois on s'est dit, et Pierre-Régis l'a bien dit, le doute doit bénéficier au patient. Qui a un effet amplificateur sur la protéine normale, donc ça explique, ça confirme, et puis ça confirme vraiment l'efficacité sur des variants qui sont associés à un transcrit résiduel normal. Et puis du coup, ça ouvre aussi la perspective d'efficacité chez des patients qui sont atteints d'affections liées à CFTR. Voilà, donc je termine par remercier l'équipe multidisciplinaire, pluridisciplinaire du CPC, donc Pierre-Régis, Clémence, Isabelle, Jennifer et Sandra Poisson. L'équipe d'Isabelle qui fait un travail superbe sur les cellules, parce que effectivement, même si on va dire que c'est peut-être plus long d'attendre la réponse des cellules, c'est hyper important pour comprendre les mécanismes, éventuellement développer, de comprendre pourquoi ça répond pas, et de développer évidemment d'autres approches thérapeutiques. Évidemment, tous ceux d'entre vous qui avez participé à ce formidable travail, moi vraiment ça m'a beaucoup apporté, j'ai trouvé ça très très enrichissant. Et puis évidemment je remercie mes collègues du réseau Gènes Muco France, en particulier Marie-Pierre, Audrey-Zette et Caroline, qui m'ont aidée quand j'étais en vacances cet été, alors qu'il y avait vraiment beaucoup de patients. Et puis aussi mes collègues Adrien, Marie-Pierre Reboul, Céline Renaud qui sont dans la salle et puis qui ont vérifié tous les génotypes des patients qu'ils avaient étudiés. Et puis je vous remercie. Merci beaucoup Emmanuel pour cette très belle présentation. On a quelques minutes pour des questions, mais vraiment des questions assez courtes si vous voulez bien. Je pense qu'on a tous un peu peur, les cliniciens, on va tous se précipiter pour aller vérifier les génotypes de nos patients. Vous allez recevoir des demandes de vérification. Pour compléter ta réflexion sur la correction des génotypes, il y a tout un travail qui est fait depuis une petite année. Ça a commencé donc avec Caroline et puis bien sûr Emmanuel et tout le programme. Mais il y a tout un travail qui est animé par la PNRC pour corriger avec la base CFTR France tous les génotypes qui sont dans le registre français. Et après, ça sera figé, donc ça doit rassurer les cliniciens. Oui, parce qu'à un moment, c'est-à-dire qu'on n'y touchera plus. Tout sera bien corrigé, tout propre. Et là, il y a 2017-2024
4, Caroline, tu me rectifies, hein, qui doit être corrigé bientôt. Oui, parce qu'à un moment, parce que Caroline me disait qu'effectivement, il y a eu un petit erase. Donc effectivement, les variants qui avaient déjà été corrigés, finalement, ça avait disparu, on était revenu à la version précédente. Donc c'est pas de votre faute, mais c'est dommage. Merci beaucoup. J'ai une question sur les variants d'épissage. Si j'ai bien compris, finalement, on compte sur la petite portion de protéines synthétisées qui est normale, donc. Et l'idée, c'est de booster cette protéine normale pour améliorer la fonction globale de CFTR. Mais du coup, est-ce que juste de l'ivacaftor tout seul, je ne vois pas du coup l'intérêt des correcteurs pour ce genre de mutation? Oui, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Tu veux répondre quelque chose? On va tester ça sur les cellules. Ouais. Vas-y. Sur les variants d'épissage, il y en a un certain nombre qui étaient déjà traités sous ivacaftor, qui étaient accessibles à l'ivacaftor via la FDA, qui n'étaient pas dans les variants reconnus en Europe, mais il n'y a pas, au même titre qu'il y a une liste FDA pour l'Elexacaftor, Tezacaftor, Ivacaftor, il y a une liste FDA pour l'ivacaftor, il y a certains variants d'épissage, 2789, 3849, etc., qui étaient dedans. Alors, moi, ce que je pourrais peut-être compléter aussi au niveau mécanistique, c'est que, comme l'a dit Isabelle, effectivement, il y a 10%, voilà, donc c'est pas beaucoup, une petite proportion finalement de protéines normales dans un contexte génétique normal qui arrive au niveau de la membrane. Donc ça veut dire qu'il y a un déchet, c'est la nature, c'est comme ça. Donc il y a plein de protéines dans un contexte normal qui sont mal conformées. Donc je pense qu'il y a aussi ce type de correction-là qui intervient. Possible. À vérifier. Et puis après, ça revient aussi à la question qu'on posait tout à l'heure, qui est, on dit une molécule, elle est potentiatrice, elle est correctrice, etc. Et un variant, il faut juste lui donner du potentiateur, c'est pas la peine de lui donner de correcteur. Et puis après, on s'aperçoit qu'on a de l'ivacaftor, et puis qu'on donne la triple thérapie, et que brutalement, ça marche mieux, alors que le variant, il était censé être juste potentiateur, enfin accessible au potentiateur. Alors après, on dit, mais alors est-ce que c'est le variant qu'on ne comprend pas, ou est-ce que c'est la triple thérapie qui a, dont par exemple l'Elexacaftor pourrait avoir des effets potentiateurs, etc. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que VX445 a un effet potentiateur et que peut-être qu'il y a un certain nombre de patients G551D qui sont améliorés par Kaftrio. C'est juste parce que, et on le voit très bien pour la mutation ANMI 303K, en aigu, l'association VX445 et 770 est potentiatrice, très potentiatrice pour cette protéine. Et donc peut-être qu'elle n'est pas améliorée avec le 661. Et donc c'est très complexe en fait. Et peut-être qu'on va passer au Vanzacaftor, peut-être qu'on changera complètement de mécanisme et qu'il faudra revoir tout ça. Merci à tous. Je crois qu'on va devoir arrêter. Merci pour cette session. Merci beaucoup.